Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire sur le thème de l'automatisation. Alors, ce webinaire se veut interactif et vous avez à droite de votre écran le chat pour pouvoir poser toutes vos questions tout au long de cette session. Aujourd'hui, notre objectif sera de répondre à la question comment conjuguer ROI et résilience avec l'automatisation. Je m'appelle Claire Mazouin, je suis directrice marketing et digital chez Young Rich et serai donc votre relais pour poser vos questions à nos experts. Je serai donc accompagnée de Sylvia et Alain. Bonjour, bonjour à vous deux. Bonjour. Sylvia, tu es responsable des ventes de systèmes automatisés et Alain, tu es directeur Warehouse Solution chez Young Rich. Merci à tous les deux d'être avec nous pour apporter votre éclairage et votre expertise sur cette thématique parce que l'automatisation est un thème très large et vous allez nous partager vos clés et particulièrement sur les aspects ROI et résilience. Alain. Oui, effectivement, l'automatisation aujourd'hui est un sujet qui est en très fort développement dans le secteur logistique. Et d'ailleurs, cette tendance va encore s'accélérer dans les années à venir. Nous le voyons au travers des nombreuses demandes que nous recevons de la part de nos clients sur des projets à court ou moyen terme. L'automatisation, qui a eu vocation au début à remplacer l'homme, on constate aujourd'hui que de plus en plus, elle est là pour décharger vos collaborateurs de certaines tâches. Souvent, cette automatisation est synonyme d'investissement significatif et il est donc tout à fait normal de se poser la question de leur retour sur investissement et donc de la façon de l'évaluer dans le but de l'améliorer et forcément de le maximiser. Enfin, nous venons de traverser des crises majeures qui ont mis en avant la nécessité de mettre en place des organisations résilientes. Et c'est ce que nous avons vécu très récemment, où finalement les chocs que nous avons dû traverser ont mis en avant donc cette capacité de résistance et même cette capacité de sortir renforcée de ces situations. Et donc la question qu'on se pose alors, c'est d'où vient l'importance de la résilience. Là, nous sommes en fait dans un environnement, un écosystème qui est en pleine mutation, et donc on peut prendre l'exemple des méthodes de production. La situation initiale est une situation plutôt artisanale, où on a un grand nombre d'acteurs qui produisent en petite quantité des produits, des articles assez divers. Un premier changement est intervenu avec la mise en place d'une production de masse qui a limité le nombre d'articles fabriqués, mais par contre mis en place une standardisation et finalement relégué peut-être au second plan les consommateurs que nous sommes avec des flux qui sont plutôt poussés. Là-dessus, un second changement est intervenu, quelque part initié par nous en tant que consommateurs, où il y avait le souhait et le désir d'avoir davantage de variété, davantage de nouveautés, et finalement de revenir un peu au centre du jeu, ce qui a conduit à des évolutions des méthodes de production, comme par exemple la différenciation retardée. Et finalement, ce qu'il faut retenir de cette évolution, c'est qu'on voit qu'il y a eu plusieurs changements, mais qu'au fur et à mesure, la vitesse du changement s'accélère. Et c'est bien là, finalement, la thématique que l'on veut mettre en avant, et celle qui fait qu'aujourd'hui, il y a la nécessité d'inclure cette capacité de résilience dans les organisations. Cette accélération du changement, aujourd'hui, nous touche sur 3 thèmes. Un premier thème qui est au niveau de la demande, où là, tous, en tant que consommateurs aussi, nous sommes en attente d'expériences de vente où le digital prend une place de plus en plus large, sans pour autant devenir exclusivement digital. On attend aussi une consommation qui est davantage locale et la nécessaire prise en compte de la protection de l'environnement. D'autres thématiques sur lesquelles on ressent cette accélération du changement, c'est sur la conjecture. Et finalement, aujourd'hui, on ressent cette pression sur le foncier qui est disponible et aussi sur la disponibilité de la main-d'œuvre. Il ne s'agit pas de dire que tout est arrivé avec les chocs qu'on vient de connaître, mais tout ceci a été amplifié. Le troisième thème où on ressent cette accélération du changement, c'est plutôt un thème professionnel, où on a des collaborateurs aujourd'hui qui sont sensibles à la qualité de vie au travail et qui, même dans leur environnement professionnel, cherchent à mettre du sens dans leur activité. Alors Alain, la problématique et le contexte sont posés.
Est-ce que Sylvia, tu peux nous apporter plus d'éléments, s'il te plaît, sur la partie ROI? Bien sûr. Donc, en effet, lorsqu'on commence à parler de projets d'automatisation, il y a forcément un critère qui va arriver très vite dans les décisions à prendre, c'est le calcul du retour sur investissement, le ROI. Et combien ça va nous coûter et quels vont être les avantages et les bénéfices et les économies qu'on va pouvoir tirer de ce projet. Mais nous allons voir ensemble qu'il y a d'autres critères qu'on va devoir prendre en compte pour vraiment bien apprécier les bénéfices et les retours sur investissement à long terme d'un projet automatique. Donc, on va, comme je disais, dans un premier temps, analyser les coûts initiaux, donc qui vont passer par le coût des équipements, de l'installation, les logiciels qui vont piloter le tout, la formation du personnel, le changement dans les organisations autour de ce nouveau projet automatique des fois même, il y a des coûts de bâtiment lorsqu'on décide qu'il faut construire un nouveau bâtiment pour le mécaniser, pour faire face à la croissance à venir. Donc voilà, c'est des coûts qui peuvent être importants, mais qui, on verra tout à l'heure, on pourra les amortir sur le long terme grâce aux économies et aux avantages qu'on va pouvoir en tirer. Et il y aura aussi les coûts opérationnels. Donc, une fois que les systèmes automatisés seront en route et en place, il y aura des coûts récurrents, des coûts d'exploitation liés aux dépenses d'énergie, des dépenses de maintenance, la mise à jour des logiciels, par exemple, le remplacement des équipements avec l'usure ou obsolètes. Voilà, ces coûts sur la durée vont devoir aussi être pris en compte. En parallèle de ça, il va y avoir un certain nombre de bénéfices qu'on pourra tirer de cette automatisation, puisque d'une manière générale, un des principaux leviers de ces systèmes, c'est les gains de productivité. Un système automatisé va entraîner forcément une augmentation significative de cette productivité qui va, d'une manière générale, permettre la réduction, de limiter les dépenses en masse salariale, au moins pour des opérations récurrentes et pas à valeur ajoutée. Mais aussi, ça va permettre le fait d'avoir une meilleure productivité pour traiter plus de commandes avec une réduction des délais d'exécution et ce qui se traduira derrière avec par une satisfaction client accrue. Un autre point assez important à prendre en compte, qui est plus difficile à quantifier, ça l'est de plus en plus, c'est tout ce qui concerne l'amélioration de la qualité. Les coûts de la non-qualité aujourd'hui dans l'entreprise, que ce soit des erreurs humaines, des casses éventuelles, des non-livraisons dans les temps des produits entraînent des coûts très importants dans l'exploitation d'une vie d'entrepôt, et l'automatisation vraiment peut aider à renforcer la réputation, cette non-qualité et par conséquent la réputation de l'entreprise vis-à-vis de ses clients. Donc, vous voyez, il y a vraiment pas mal de critères vraiment à considérer lors du calcul de ROI qui vont pouvoir vraiment vous aider à mettre en face des coûts initiaux et des coûts récurrents de l'installation, pas mal de bénéfices, que ce soit en termes de qualité, productivité. Même en ce moment, on est tous confrontés à des problèmes de pénurie de personnel formé et qualifié dans certaines régions. Voilà, ça fait partie aussi, ça peut être un avantage concurrentiel évident de pouvoir proposer aux gens qui sont sur le bassin d'emploi de votre secteur des entrepôts avec des conditions de travail qualitatives et attrayantes pour eux. Donc, qui vous permet de embaucher plus facilement du personnel qualifié au sein des entrepôts.
Ce diagnostic, ce que tu disais, Sylvia, c'est que ce diagnostic est important. Est-ce que vous avez aussi des clés pour aller optimiser l'atteinte de ce ROI ou des leviers? Oui, bien sûr, Claire. Et je vous propose en fait de regarder ensemble une application pratique de ce que Sylvia vient de nous présenter. Je vous propose de prendre l'exemple d'un client qui est une entreprise industrielle dans le secteur agroalimentaire. C'est une PME qui connaît déjà l'automatisation car elle a des lignes de production qui sont automatisées. Par contre, en fin de ligne, il y a toujours une manutention manuelle. Donc nous avons accompagné cette entreprise et avons proposé une solution basée sur des robots mobiles. Ce qu'il faut, et la première chose que l'on fait lorsque l'on présente ce genre d'installation à un client, c'est de lui rappeler qu'une installation de robot mobile, c'est quelque chose qui est lent mais constant. La conséquence, ça veut dire que pour remplacer le travail d'un opérateur manuel, il faut prévoir 2 robots mobiles. Et là, on comprend aisément que si on a une approche du ROI qui est plutôt basique, où d'un côté, on va comparer les coûts de la main-d'œuvre et les coûts du chariot, et de l'autre côté, le coût de deux robots mobiles, c'est la première courbe qu'on voit. Le retour sur investissement est extrêmement lointain, et là, à l'horizon de 5 ans, on ne l'a toujours pas trouvé. Maintenant, nous allons appliquer les conseils que Sylvia vient de nous donner, et nous allons intégrer un certain nombre de coûts qui peuvent ne pas être visibles en première approche. Par exemple, on a parlé effectivement des coûts de la non-qualité, et on peut se dire qu'une palette qui est égarée, une palette qui est endommagée, une palette qu'on va chercher, ça peut avoir un coût qui est relativement simple et raisonnable d'à peu près 1 000 €. Sans grossir le trait, si on se dit qu'on a une vingtaine d'incidents de ce type-là par an, projetés sur une durée de 5 ans, on va arriver à une somme totale de 100 000 € qu'il faut intégrer dans ce calcul de retour sur investissement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la prise en compte des coûts cachés. Et sans forcer le trait, on peut en plus rajouter peut-être 1 ou 2 dommages au bâtiment comme une porte rapide. Et là, le constat, c'est que ça y est, on a un retour sur investissement au bout de 4 ans, bien qu'on soit toujours sur une application sur un seul poste. Maintenant, on va chercher à améliorer, à optimiser ce retour sur investissement. Et là, il s'agit de comprendre qu'il faut aussi bien dimensionner le projet pilote. Lorsque l'on se lance lorsqu'on veut mettre en œuvre une nouvelle solution, l'approche normale est de commencer par un projet pilote et on essaie de le dimensionner le plus petit possible. Sauf qu'en se souvenant de ce que je vous ai expliqué auparavant, on se trouve dans une situation où, sur une installation de robot mobile, le premier engin, finalement, doit supporter un certain nombre de coûts fixes, que sont les coûts d'infrastructure et les coûts de mise en service. Et c'est là où ça peut être tout à fait pertinent de redimensionner le projet en ajoutant d'autres flux, de façon à arriver, par exemple, à avoir 2 robots mobiles et finalement abaisser le retour sur investissement. C'est ce qu'on voit sur le troisième graphique, où là, on va arriver à passer à un retour sur investissement légèrement supérieur à 3 ans et demi, ce qui fait quand même un gain de 10%. Enfin, on a parlé d'intégrer de la résilience. Si on imagine que notre client, de façon contrainte, se voit obligé de passer sur une exploitation en 2 postes, s'il était resté en exploitation manuelle, il aurait fallu qu'il ait recours à de la main-d'œuvre et donc qu'il embauche des personnels supplémentaires. En ayant fait le choix de la solution automatisée, il a d'ores et déjà une solution qui est prête à être exploitée de façon intensive et quasiment à coût identique. Il va pouvoir élargir sa plage de production. Et c'est ce qu'on voit sur la dernière courbe, où on arrive à avoir un retour sur investissement de cette solution à horizon de 2 ans. Donc voilà comment est-ce qu'on peut arriver de façon pratique, intégrer dans une solution automatisée à la fois un ROI court et de la résilience. Merci, merci Alain. Alors je vous invite à poser toutes vos questions dans le chat. Peut-être que ça vient vous faire avancer dans votre réflexion. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin dans la démonstration avec peut-être un cas client? Oui, prenons le cas de notre client Coach House, un client anglais de longue date, produit riche. Nous avons adopté à chaque étape une approche vraiment globale pour trouver les meilleures solutions
au fur et à mesure qui répondait aux clients besoins dans ces vraiment ces stratégies à court, moyen et long terme. On va vous montrer une petite vidéo. Et voilà, on est passé. Coach House, c'était un autre client qui était principalement en processus manuel. Et on les a accompagnés dans un premier temps en proposant un système de gestion d'entrepôt, un WMS. Puis petit à petit, comme vous le voyez, on est passé sur des activités à l'étroite pour optimiser le stockage. Et le dernier projet en date, c'est celui que vous voyez en ce moment. C'est un projet de magasin grande hauteur. Donc, on a construit un entrepôt de 30 mètres de hauteur pour stocker principalement les canapés. Parce que Coach House fait tout ce qui est mobilier, décoration pour professionnels en Angleterre. Et donc, ils ont énormément de canapés à stocker. Et donc, justement, pendant la pandémie, ils ont eu énormément de difficultés à se faire livrer du matériel pour livrer ensuite leurs propres clients. Et donc, leur problématique vraiment était de comment augmenter cette capacité de stockage de manière drastique pour pouvoir parer à d'autres éventuels problèmes qui pourraient survenir dans les prochaines années. Et donc, on a beaucoup réfléchi avec eux sur la construction d'un nouvel entrepôt, avec tous les coûts que ça pouvait entraîner. Et finalement, on a décidé que la meilleure option pour eux, c'était cette construction de bâtiments grande hauteur qui a permis, dans un premier temps, déjà de ne pas devoir déménager sur un site plus grand avec les coûts conséquents que ça a entraîné. Et derrière, on a augmenté considérablement la capacité de stockage, qui était vraiment un des problématiques clés du client. On a gagné 40% de stockage supplémentaire sur la même surface. Et également, aujourd'hui, en restant sur 2 équipes plutôt que de passer sur 3 équipes, l'entrepôt réussit à passer 30% de volume supplémentaire avec l'utilisation des transstockeurs automatiques pour cette préparation de commandes. Donc voilà, et c'est un exemple, comme parmi tant d'autres, où pour maximiser le ROI, ce qui est important, c'est vraiment le juste niveau de mécanisation. Coach House, ce que j'ai expliqué, on est passé par plusieurs étapes et on a essayé toujours de garder le meilleur équilibre entre les opérations manuelles et les opérations automatiques pour vraiment donner de l'agilité, de la résilience à notre client au fur et à mesure de l'évolution de ses besoins. Là, Sylvia, tu soulèves un point important qui est l'accompagnement et le suivi dans la compréhension des problématiques clients et puis la capacité à l'accompagner aussi sur la vision que lui a de l'évolution de son activité à l'horizon plusieurs années. Et par contre, j'aimerais revenir sur quelque chose d'un peu plus un détail. Tu parlais de canapé Coach House et on a souvent tendance à penser que seules les charges standards, et dans standard, on sous-entend peut-être une certaine dimension de charge, que seules les charges standards sont automatisables, ou en tout cas les flux sont automatisables. Est-ce qu'Alain, tu aurais peut-être des clés ou des indicateurs qui pourraient aider chacun présent à ce webinaire à pouvoir se projeter ou à distinguer le moment où il fait sens de se questionner sur l'automatisation. Bien entendu, Claire. Et je te remercie pour la transition qui est parfaite. Tu l'as introduit. Souvent, ce qui est accepté par tout le monde, c'est que la mise en œuvre d'une solution d'automatisation nécessite une standardisation des flux. Et comme tu viens de l'évoquer, il faut bien s'entendre sur ce qu'on veut dire par standardisation. C'est vrai, une solution d'automatisation s'accommode plus ou moins bien d'une grande variété de formats de charge. Mais comme nous venons de le voir dans le cas client de Coach House, on peut sans difficulté gérer 2 formats de charge assez différents, que sont une palette classique et une palette de canapé. J'ai d'ailleurs un deuxième exemple à proposer à nos auditeurs. Il s'agit d'un client qui est un prestataire logistique bien connu,
qui avait une problématique de gestion de retour de support vide, avec, je crois, une dizaine de formats de charge assez différents. Donc, au premier abord, effectivement, la solution n'avait pas de rentabilité. Et puis, en échangeant avec le client, nous avons proposé de mettre en place un support intermédiaire qui fait 1,30 m par 2,60 m. Là aussi, on est loin de la palette Europe. Et ce support a permis d'accepter toute la diversité des formats de charge de ce client. Et il a même eu bénéfique, qui est que ça nous a permis d'augmenter le nombre de supports vides qui étaient transportés en un seul trajet, et finalement, derrière, d'arriver à diminuer le nombre de robots mobiles nécessaires pour cette application, ce qui a là aussi permis d'améliorer et d'optimiser le retour sur investissement. Toujours pareil, l'utilisation de ce support intermédiaire, quelque part, permet aussi de prévoir l'avenir et d'être prêt à venir intégrer de nouveaux formats de charge. Ça, c'est un des critères. Effectivement, nous en avons identifié 7 dans notre boîte à outils, basée sur notre expertise développée tout au long des études que nous avons pu faire. Je vais rapidement balayer les autres. Le nombre de références, effectivement, l'idée, c'est de se dire, quand on a un changement dans l'organisation qui amène une multiplication du nombre de références, il faut se poser la question, est-ce que mon organisation actuelle est apte à pouvoir évoluer, ou est-ce que ce n'est pas une opportunité de pouvoir automatiser une partie des flux? Simplement pour prendre un exemple, on imagine un client qui ouvre un nouveau canal de distribution. Aujourd'hui, les articles, il les préparait à la couche. Demain, il va falloir qu'il les prépare à la palette, à la couche, au carton et à l'unité. Donc ça veut dire que même si le nombre de références physiques dans son entrepôt ne bouge pas, il a une augmentation du nombre de références logistiques et il y a certainement la possibilité de pouvoir automatiser une partie de ces nouveaux flux. Un autre indicateur, c'est les coûts logistiques. Alors, vous le savez tous, nous vivons une période d'inflation, donc aujourd'hui, les coûts augmentent, certes. Ce que l'on va regarder, c'est plutôt la productivité et la façon dont elle évolue. Là aussi, une situation que vous connaissez tous très bien, une préparation de commandes classique avec des palettes implantées au sol, des préparateurs de commandes qui font l'activité. Une augmentation du nombre de commandes à préparer, on peut y répondre en augmentant le nombre de préparateurs et le nombre de caristes. Sauf que vous le savez aussi, va arriver un moment où on ne va pas arriver à faire croître le nombre de commandes préparées parce qu'on va générer des phénomènes de bouchons et donc finalement on va dégrader la productivité. Ça veut dire qu'il aurait fallu, au moment où on a commencé à rajouter des engins et des personnels, se poser la question, est-ce que je continue bien dans cette voie-là ou est-ce que il n'y aurait pas intérêt à automatiser une partie des flux, par exemple avec une solution de type goods to person. Le manque de lisibilité des processus. Là, en fait, pour nous, c'est plutôt un point d'alerte sur l'accompagnement qu'il va falloir proposer à nos clients. Toute solution automatisée, à un moment, intègre dans le process le passage par une analyse fonctionnelle. Je ne vais pas vous le détailler ce qu'est une analyse fonctionnelle, mais finalement, il s'agit de décrire pas à pas quels sont les processus de l'entreprise et comment est-ce que la solution automatisée doit les gérer. Il est évident que si on doit intégrer dans une organisation qui n'a pas des processus clairs ou une certaine flexibilité dans la mise en œuvre des processus, il va y avoir la nécessité de vraiment renforcer l'accompagnement des équipes en place parce que d'une part, elles vont devoir intégrer un nouvel outil que va être la solution automatisée et en parallèle, finalement, rentrer dans un cadre un petit peu plus strict qui va être les processus qui ont été définis. Le moteur de croissance est aussi quelque chose qu'il faut intégrer. Là aussi, l'idée est la même que celle que j'ai déjà évoquée. C'est l'occasion de se poser la question, est-ce que la solution actuelle est adaptée à l'avenir tel que je le prévois ou est-ce qu'il faut faire le pari d'une solution automatisée? C'est quelque chose une question que l'on peut se poser quand, en phase de découverte du besoin, on essaie de balayer avec le client le champ du possible en termes d'augmentation d'activité. Est-ce que ça va se faire par de la croissance organique? Est-ce que ça va se faire par un rachat, par la mise sur le marché de nouveaux produits? Et à chaque fois, essayer de se challenger et imaginer d'autres solutions.
Le manque de personnel qualifié, je pense que ce n'est pas la peine de s'attarder dessus. C'est quelque chose que nous connaissons tous. Tous les secteurs d'activité aujourd'hui ont des difficultés à trouver du personnel. Il est donc évident qu'à partir du moment où on a du personnel, si on est un site de production, et si je reprends l'exemple de ma PME du secteur agroalimentaire, il vaut mieux que j'utilise ce personnel existant à faire du pilotage de lignes de production plutôt qu'à déplacer des piles de palettes vides. Enfin, et là aussi c'est quelque chose que l'on a appréhendé au travers de notre expertise et de tous les cas clients auxquels nous avons répondu, on a constaté que lorsqu'un secteur logistique, au sein d'un secteur d'activité, un acteur joue le rôle de pionnier en mettant en œuvre pour la première fois une solution automatisée, assez rapidement, tout le secteur finalement se saisit du sujet et chacun à sa façon, parce que bien entendu, il ne s'agit pas de faire des copier-coller, va chercher à déployer lui aussi des solutions automatisées. Donc voilà les outils pratiques que l'on met en œuvre au quotidien. Merci Alain pour avoir partagé ces indicateurs. Est-ce que Sylvia, ou plutôt pour toi Sylvia, quelles sont les clés de succès d'un projet d'automatisation ? Alors déjà, effectivement, les projets d'automatisation sont en général des projets assez stratégiques, hein, donc pour une entreprise. Donc il vaut mieux ne pas se tromper. Donc on a essayé d'identifier trois points clés pour rendre ce projet une réussite. Donc le premier, c'est tout simplement la performance des systèmes et des interfaces qu'on va choisir. Aujourd'hui, il existe une grande variété de systèmes automatisés dont certains existent depuis pas mal de temps et sont bien éprouvés et qui continuent à évoluer pour gagner toujours en performance, en fiabilité, pour être moins gourmand en dépenses énergétiques. En parallèle, il y a de plus en plus de nouveaux arrivants sur le marché qui viennent challenger ces acteurs plus traditionnels et toujours pour tout le monde cette recherche d'adaptation, d'agilité, de résilience face aux nouveaux modes de consommation qui s'accélèrent de plus en plus. Et justement, on arrive au deuxième point clé pour nous, qui est l'expertise du concepteur avec qui vous voulez partir dans ce projet d'automatisation. Dans cette offre très complète et variée, il est indispensable de vraiment se faire accompagner par quelqu'un ayant une expertise intralogistique le plus large possible. Et comme on l'a vu pour Coach House, quelqu'un qui soit capable vraiment d'identifier les processus à mécaniser, c'est qui resteront manuels, qui sera vraiment capable de vous accompagner et dans l'anticipation des différentes phases, toujours pour maximiser cet ROI et qui vous aide à que ce projet devienne vraiment l'avantage stratégique que vous souhaitez pour votre entreprise. Une fois que le projet est dessiné sur papier, sur plan, il va falloir le mettre en place. Et donc, c'est là où, pour nous, c'est pour moi le troisième facteur clé de succès, c'est l'accompagnement. L'accompagnement de vos équipes par les équipes de l'équipementier qui va réaliser la mise en service, la mise en place, la mise en service, parce qu'effectivement, c'est un jour, ce projet va vraiment être le vôtre et donc il va falloir vraiment que quelqu'un vous accompagne dans toute cette installation, démarrage, mise en service, formation. Et que derrière, même après le démarrage en live de l'installation, cette entreprise soit capable de vous accompagner au quotidien pour réaliser les services maintenance et prévoir les adaptations et les évolutions qui colleront au mieux à votre besoin au quotidien. Merci Sylvia. Alors il y a beaucoup de points qu'on aimerait aborder, mais je vois que l'heure tourne et je suis aussi votre timekeeper. Alain, est-ce que tu voudrais ajouter quelques mots pour conclure ? Oui, donc je pense que nous sommes aujourd'hui tous convaincus que nous vivons dans un monde où le changement est la nouvelle norme. C'est le fameux, je vais prendre un acronyme, le VUCA World. Et c'est de ce changement permanent qu'arrive la notion de résilience et le fait de pouvoir intégrer
dans nos organisations logistiques cette capacité à pouvoir évoluer. Sylvia vient de nous présenter les 3 facteurs clés de succès. Je ne vais pas revenir dessus, mais c'est effectivement l'expertise en phase d'analyse et de conception et finalement la mise en œuvre d'une juste automatisation qui va garantir un ROI rapide et maximisé, la performance des solutions bien entendu, et l'accompagnement sur la durée de vie du projet. Et là aussi, on le sait, les projets automatiques ont une durée de vie qui est très longue. Et donc, il est important d'être accompagné en phase d'avant-vente, en phase d'implémentation, mais aussi tout au long de la vie de l'installation, parce que c'est là on va pouvoir la faire évoluer, la doter de nouvelles fonctionnalités et éventuellement l'adapter et là aussi la rendre résiliente. Alors, pourquoi Jung & Rich? C'est la question que vous vous posez tous. Effectivement, nous sommes pionniers de l'intralogistique depuis plus de 70 ans. Nous développons continuellement un large portefeuille de solutions et je dirais que notre ADN, c'est l'approche 360 degrés, c'est-à-dire une approche où on ne va pas être centré sur le produit, mais on va être vraiment orienté sur une solution et la remettre dans l'environnement client. Notre expertise dans l'automatisation, elle est ancienne, elle a plus de 60 ans. Et nous avons aujourd'hui près de 1450 robots mobiles en service dans le monde, 550 installations automatisées et près de 11 centres en stockeur. Et nous avons donc accompagné un très grand nombre d'entreprises dans le déploiement de solutions automatisées. Et c'est le fait de pouvoir les prendre par la main et de les guider sur une voie qu'elles ne connaissent pas encore fait quelque chose qui fait vraiment partie de notre ADN. Enfin, nous sommes un groupe avec une présence mondiale, présente directement dans plus de 120 pays. Nos experts, bien entendu, sont au siège d'entreprise en Allemagne, mais dans toutes les grandes entités, et la France en fait partie, nous avons des experts locaux qui sont à votre disposition, que ce soit sur la partie vente, sur la partie implémentation, mais aussi, bien entendu, sur la partie après-vente des installations automatisées. Donc oui, Jung & Rich, c'est bien une solution intralogistique globale. Merci Alain. Merci à tous les deux. Je propose maintenant de passer aux questions-réponses. Alors, allez-y, posez vos questions dans le chat. On les reçoit au fur et à mesure. Et je vous propose de commencer par une première question. Est-ce que votre logiciel WMS peut être interfacé en direct avec SAP? Oui, bien sûr. Déjà, nous, on travaille directement sur SAP. Donc, on est une entreprise allemande, donc forcément SAP. Et on est certifié SAP et on peut effectivement se connecter à tous les niveaux SAP, IWM et jusqu'aux couches plus basses, c'est les MFC pour ceux qui comprennent ce que je suis en train de raconter. Et je peux compléter en disant que sur la partie robot mobile aussi, nous avons à la fois la possibilité d'avoir des installations qui sont autonomes et qui peuvent fonctionner sans avoir besoin d'être interfacées avec un ERP quel qu'il soit, mais bien entendu aussi la capacité de nous interfacer avec SAP pour répondre à l'intégralité des problématiques clients. Merci Alain. Je poursuis avec une autre question. Est-il possible d'avoir une solution de location longue durée sur les AGV? Oui, bien sûr. Alors, pour rester dans le timing imparti, nous n'avons pas souhaité présenter tous les cas de figure, mais c'est aussi un montage qui est très intéressant justement quand on veut optimiser le retour sur investissement, puisqu'on va pouvoir réduire drastiquement l'investissement initial. Et c'est ce qui va nous permettre en proposant les solutions de location longue durée identiques à celles que l'on propose sur notre gamme de chariots, de pouvoir là aussi chercher des leviers de retour sur investissement et pouvoir rendre possible un certain nombre de projets. Merci. Quel est le temps moyen entre les premières analyses fonctionnelles et la mise en service du système automatisé? Alors là, ça va être, je vais dire, ça dépend. Ça dépend de la complexité des processus en place, de la qualité des données fournies pour ces analyses. D'une manière générale,
on va dire un projet, au moins pour tout ce qui est stockage automatique, il faut compter facile entre 1 an et demi, 2 ans. Ça va dépendre aussi de la grandeur du projet, entre le moment où on commence et vraiment les analyses jusqu'au moment où le système est installé. Donc voilà, peut varier entre 1 an ou 2, on va dire. Il y a des projets qui peuvent être plus rapides, des projets qui seront plus longs par le volume de matériel et de systèmes installés. Merci Sylvia. Alors allez-y, hein, continuez. On va prendre encore quelques instants pour répondre à vos questions. Alors n'hésitez pas à les inscrire dans le chat. Je continue avec une autre question. Quel est le pourcentage d'installation chez les 3PL versus chez les industriels? Alors, sur la partie robot mobile, il est clair qu'aujourd'hui, les contraintes des contrats des prestataires logistiques font qu'ils sont en demande de solutions avec des retours sur investissement extrêmement courts, la plupart du temps inférieurs à 1 an. On y travaille, on a encore un peu du mal à atteindre ce niveau-là, mais on a quand même des exemples, et j'en citais un avec le cas de la solution qui a été mise en œuvre avec des supports de charge d'1,30 m par 2,60 m. Je dirais qu'on est à peu près sur aujourd'hui 20% de prestataires logistiques et plutôt 80% de clients qui sont plutôt des sites industriels. Mais le potentiel chez les prestataires logistiques est énorme, et les futures générations devraient nous aider à être beaucoup plus présents. Les futures générations de robots mobiles, pardon. Merci Alain. Je consulte mon mur et le timing aussi. Je pense qu'on va s'arrêter là au regard de l'heure. Par contre, on répondra à toutes les questions qui nous ont été posées par la suite. Et si vous en avez d'autres qui vous viennent au fur et à mesure que vous allez mûrir votre réflexion, n'hésitez pas à nous contacter directement, à contacter nos équipes commerciales, soit par téléphone sur notre ligne téléphonique ou directement sur notre site. Et on se fera un plaisir d'y répondre. Merci à tous et merci Alain et Sylvia pour vos expertises. Merci beaucoup, au revoir. Au Bonne fin de revoir. journée.